Je m'appelle Camilla, j'ai 32 ans, et je n'oublierai jamais ce dîner de famille fatidique. Ce qui a commencé comme notre rassemblement mensuel typique s'est rapidement transformé en cauchemar lorsque mon père m'a soudainement regardé dans les yeux et m'a demandé, « Dis-moi, les 500 000 $ que je t'ai donnés, qu'en as-tu fait ?» J'ai senti mon corps se glacer. 500 000 $? De quoi parlait-il? De l'autre côté de la table, ma sœur Lisa est devenue d'une pâleur fantomatique, sa fourchette figée à mi-chemin de sa bouche. Avant que je puisse me défendre correctement, la sonnette a retenti. La police était arrivée. Si vous avez déjà vécu une trahison familiale, dites-moi d'où vous regardez et cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner pendant que je vous raconte comment ma sœur parfaite a détruit notre famille avec une terrible décision. Enseigner à des élèves de 3e année n'allait jamais me rendre riche, mais cela remplissait mon cœur de sens chaque jour. Ma salle de classe à l'école primaire d'Oak Ridge était mon sanctuaire, décoré de projets artistiques colorés et d'affiches éducatives. 22 visages avides me saluaient chaque matin, prêts à absorber les connaissances comme de petites éponges. J'adorais voir leurs yeux s'illuminer lorsqu'ils comprenaient enfin un concept difficile. L'argent était peut-être serré avec un salaire d'enseignante, mais les câlins et les cartes dessinées à la main en valaient la peine. Ma famille était une toute autre histoire. Mon père, Peter Matthews, a bâti son entreprise de conseil financier à partir de rien pour en faire une puissance régionale. Le succès le définissait, et il mesurait tout le monde à l'aune de leur réussite financière. Ma mère, Eleanor, une ancienne directrice marketing devenue mère au foyer, avait depuis longtemps accepté son rôle d'épouse de soutien. Et puis il y avait ma sœur, Lisa, de 4 ans mon aînée et tout ce que je n'étais pas. Lisa travaillait comme agente de crédit senior à la First National Bank. Avec sa garde-robe de créateur, sa voiture de luxe et son impressionnant portefeuille d'investissement, elle incarnait tout ce que mon père appréciait. Leur conversation coulait de sources, remplie de discussions sur les taux d'intérêt, les tendances du marché et les opportunités de réseautage. Quand Lisa parlait, mon père écoutait avec un intérêt sincère, hochant la tête d'un air approbateur à ses analyses financières. « Ta sœur comprend comment fonctionne le monde », me disait-il souvent. « Elle sait ce qui compte vraiment. » Par ce qui compte vraiment, il entendait l'argent. Malgré mon diplôme en éducation et ma passion pour l'enseignement, mon choix de carrière était considéré comme à peine plus qu'un passe-temps dans ma famille. Lors de nos dîners de famille mensuels, la conversation tournait généralement autour des affaires et de la finance jusqu'à ce que quelqu'un se souvienne finalement de demander des nouvelles de mon petit travail. Mes réponses sur les progrès des élèves ou les méthodes d'enseignement innovantes étaient accueillies par des hochements de tête polis avant que la conversation ne revienne à des sujets plus importants. Ma plus proche alliée était ma collègue et amie, Jessica Parker. Nous avions commencé à enseigner à Oak Ridge ensemble il y a 5 ans et nous nous sommes immédiatement liés d'amitié. Contrairement à ma famille, Jessica comprenait la valeur de ce que nous faisions. Ceux qui peuvent façonner les jeunes esprits détiennent le vrai pouvoir, disait-elle lors de nos rencontres café du vendredi. Ton père peut créer de la richesse, mais toi, tu crées les futurs citoyens. Pendant que Lisa paradait avec ses réussites, j'économisais tranquillement pour mes propres rêves. Pendant 3 ans, j'avais mis de l'argent de côté pour un acompte sur un petit appartement. Rien d'extraordinaire, juste un appartement d'une chambre que je pourrais appeler le mien, loin de l'appartement exigu que je partageais actuellement avec une colocataire. Selon mes calculs, il ne me restait que 6 mois avant d'avoir assez pour l'acompte sur une modeste unité dans le quartier de Westbrook. Chaque semaine, je rencontrais ma conseillère immobilière, Karen Wilson, qui m'aidait à naviguer dans le monde intimidant de l'achat d'une maison. Le marché à Westbrook se réchauffe, m'avait-elle prévenu lors de notre dernière rencontre, mais je pense que nous pouvons encore trouver quelque chose dans votre fourchette de prix si nous agissons rapidement. Le contraste entre Lisa et moi a commencé tôt. Les albums de photos de famille racontaient clairement l'histoire. Lisa en costume de récital de danse, en uniforme de tennis et lors de cérémonies de remise de prix académiques, toujours au centre du cadre. J'apparaissais moins fréquemment, souvent sur les bords, tenant un livre ou regardant légèrement à l'écart de l'appareil photo. Ce n'est pas que mes parents ne m'aimaient pas, mais Lisa attirait naturellement l'attention et l'approbation d'une manière que je n'ai jamais pu. En grandissant, j'ai appris à exister dans l'ombre de Lisa. Quand elle a été nommée major de sa promotion, j'étais assise dans le public entre mes parents rayonnants. Quand elle a obtenu son diplôme d'une école de commerce de l'Ivy League, j'ai organisé la fête de célébration. Elle a toujours été la star et j'ai toujours été le second rôle. Pourtant, malgré ce déséquilibre, j'ai entretenu une relation avec ma sœur. Nous n'étions pas les meilleurs amis, mais nous nous rencontrions pour déjeuner toutes les quelques semaines,
nous échangions des cadeaux d'anniversaire et nous nous envoyions des SMS de temps en temps. Il y avait une tension sous la surface, mais j'avais accepté notre dynamique depuis longtemps. J'avais mes élèves, mon plan d'épargne et mon indépendance, même si ma famille ne pouvait pas tout à fait apprécier leurs valeurs. J'étais loin de me douter que notre équilibre familial soigneusement entretenu était sur le point de voler en éclats. Le premier indice que quelque chose n'allait pas est apparu lors de notre déjeuner mensuel au Perkins Café, exactement une semaine avant le dîner de famille fatidique. Lisa avait suggéré cet endroit branché du centre-ville, connu pour ses prix extravagants et ses plats dignes d'Instagram. J'avais grimacé devant les prix du menu mais je n'ai rien dit, sachant que c'était la manière de Lisa de me rappeler subtilement nos différentes situations financières. Alors, comment le monde de la banque te traite-t-il, ai-je demandé pendant que nous attendions notre nourriture. Lisa semblait distraite, ses yeux parcourant le restaurant comme si elle cherchait quelqu'un. Bien, a-t-elle répondu sèchement, tripotant son bracelet en argent. Juste occupée avec des clients complexes. Son téléphone a vibré sur la table. Quand elle a regardé l'écran, son visage a légèrement pâli avant qu'elle ne s'excuse. Désolée, je dois prendre cet appel, a-t-elle dit en se précipitant vers les toilettes. Elle est revenue 10 minutes plus tard, visiblement secouée. Son maquillage parfaitement appliqué ne pouvait cacher les rides d'inquiétude autour de ses yeux. Tout va bien, ai-je demandé. Juste du stress au travail, a-t-elle répondu trop rapidement. Rien d'inquiétant. Plus tard dans l'après-midi, j'ai dû déposer des documents au bureau de mon père pour ma mère, qui aidait à un prochain événement caritatif qu'il parrainait. En m'approchant du bâtiment moderne en verre qui abritait les consultants financiers de Matthews, j'ai aperçu Lisa se précipitant à travers les portes tournantes. Je l'ai appelée, mais soit elle ne m'a pas entendu, soit elle a fait semblant de ne pas m'entendre. Ce qui était étrange, c'est que c'était mardi à 14h30, une heure où Lisa aurait dû être à la banque, pas au bureau de notre père. J'ai remis les documents à la secrétaire de mon père et j'ai demandé nonchalamment, est-ce que c'était ma sœur que je viens de voir partir? La secrétaire avait l'air mal à l'aise. Mademoiselle Lisa est passée fréquemment ce dernier mois. Je pensais que vous le saviez. 2 jours plus tard, mon père m'a appelé, l'air inhabituellement stressé. Camilla, est-ce que ta mère t'a mentionné quelque chose d'étrange à propos de nos relevés bancaires? La question m'a prise au dépourvu. Non, y a-t-il un problème? Rien qui doive te préoccuper, a-t-il répondu d'un ton dédaigneux. Juste une erreur bancaire que nous sommes en train de régler. Le même soir, ma mère a appelé. Eleanor Matthews appelait rarement sans un but précis, préférant communiquer par de brefs SMS ou emails. Ton père a un comportement étrange, a-t-elle confié, sa voix basse, comme si elle avait peur d'être entendue. Il est enfermé dans son bureau à domicile depuis des heures, passant des appels téléphoniques. Quand je lui demande ce qui se passe, il dit juste que c'est dû au travail, mais je sais que quelque chose ne va pas. Il ne dort pas la veille de notre dîner de famille prévu, Lisa a envoyé un SMS au groupe de discussion familiale. Peut-être devrions-nous reporter le dîner de demain. Le travail est fou en ce moment. La réponse de mon père a été immédiate et ferme. Le dîner est maintenu. La famille d'abord. Nous devons tous être là. L'insistance inhabituelle de son message a soulevé un signal d'alarme. Nos dîners mensuels étaient une tradition, oui, mais le report n'avait jamais été un problème auparavant. Cet après-midi-là, je suis allé chez mes parents pour aider ma mère à préparer quelques plats à l'avance. Alors que je coupais des légumes dans la cuisine, j'ai entendu des voix s'élever du bureau de mon père. La curiosité l'a emporté, et je me suis approché discrètement de la porte partiellement ouverte. Tu dois me dire la vérité maintenant, la voix de mon père était sévère, avant que les choses n'empirent. Je t'ai dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, la voix de Lisa tremblait légèrement. Peut-être qu'il y a eu une erreur. 500 000 $ ne disparaissent pas simplement par erreur, a répondu mon père, sa voix s'élevant. Je veux des réponses demain, tous ensemble. Je me suis rapidement retiré dans la cuisine, l'esprit en ébullition. 500 000 $ manquants. Et d'une manière ou d'une autre, Lisa était impliquée. Quand je suis rentré chez moi ce soir-là, je n'ai pas pu résister à la recherche d'informations en ligne sur l'entreprise de mon père. Les résultats de la recherche n'ont rien révélé de dramatique, mais un forum d'affaires avait un fil de discussion spéculant sur des irrégularités financières dans plusieurs cabinets de conseil, avec une brève mention de Matthews Financial. Un commentateur a écrit « J'ai entendu d'un initié que Matthews a des problèmes de liquidité. Quelqu'un sait-il si c'est vrai ?»
Alors que j'essayais de traiter ce qui se passait, j'ai rencontré Walter Kingsley, l'un des partenaires commerciaux de longue date de mon père, à l'épicerie. Il a semblé surpris de me voir et étrangement formel. « Camilla, comment vas-tu » a-t-il demandé avec raideur. « Je vais bien, Walter. »« Et vous ?»« On se débrouille » a-t-il répondu, clairement mal à l'aise. « Transmets mes salutations à ton père. Ce sont des temps difficiles. » Avant que je puisse demander ce qu'il voulait dire, il s'est excusé et s'est dépêché de partir, me laissant avec encore plus de questions. Au moment où je suis rentré à la maison, j'ai senti un nœud d'anxiété se former dans mon estomac. Quelque chose de grave n'allait pas dans ma famille. Et pour une raison quelconque, j'avais le terrible pressentiment que j'allais être prise au milieu de tout ça. Le jour de notre dîner de famille est arrivé avec des nuages sombres, menaçant la pluie, correspondant parfaitement à mon appréhension. J'avais dépensé de l'argent supplémentaire que je ne pouvais pas vraiment me permettre pour une bouteille de whisky préférée de mon père en cadeau, emballée dans un élégant papier bleu. Malgré notre relation compliquée, j'essayais toujours de maintenir la paix par ces petits gestes. Je suis arrivé à la maison de style colonial de mes parents 30 minutes en avance, espérant aider ma mère avec les derniers préparatifs. La maison était inhabituellement silencieuse alors que je me laissais entrer avec ma clé de rechange. « Maman » ai-je appelé, posant mon sac à main et la bouteille emballée sur la table de l'entrée. Aucune réponse. Je me suis déplacé dans la maison, entendant finalement des bruits étouffés provenant du bureau à domicile de mon père. La porte était légèrement entr'ouverte, et à travers l'interstice, je pouvais voir Lisa fouiller frénétiquement dans les tiroirs du bureau. « Lisa » j'ai poussé la porte. « Que fais-tu » Elle a sursauté, claquant le tiroir. « Mon Dieu, Camilla, tu m'as fait peur. » Ses cheveux normalement parfaitement coiffés étaient légèrement en désordre, et son chemisier de créateur avait une petite tache de café près du col, quelque chose que la Lisa méticuleusement soignée n'aurait normalement jamais permis. Je cherchais juste les documents fiscaux que papa voulait me montrer, a-t-elle balbutié. Il m'a demandé de les prendre avant le dîner. C'était un mensonge évident. Notre père gardait ces documents importants dans un coffre-fort ignifuge derrière le tableau de nos grands-parents, pas dans les tiroirs de son bureau. Quelque chose n'allait vraiment pas où sont maman et papa, ai-je demandé, choisissant de ne pas la dénoncer directement. Maman est allée chercher le dessert. Papa est dans la cave à vin, choisissant des bouteilles pour le dîner. Lisa m'a dépassé. Je devrais aller l'aider. À 18h30, nous étions tous assis autour de la table de salle à manger formelle, une pièce en cerisier antique qui avait appartenu à mes grands-parents. Mon père était assis en bout de table, ma mère à sa droite, Lisa à sa gauche, et moi directement en face de lui. Le couvert était impeccable, comme toujours, avec la belle porcelaine, les verres en cristal et les couverts en argent poli qui n'apparaissaient que pour ces rassemblements mensuels. La nourriture avait l'air et sentait délicieux, poulet aux herbes rôties, purée de pommes de terre à l'ail, asperges à la sauce hollandaise et petits pains fraîchement cuits, tous les plats préférés de mon père. Pourtant, malgré le festin invitant, l'atmosphère était suffocante. Mon père avait à peine parlé depuis que nous nous étions assis. Ma mère n'arrêtait pas de remplir son verre de vin, et Lisa semblait sursauter au moindre bruit. « Comment vont les élèves de 3e année, Camilla » a demandé ma mère, essayant clairement de lancer une conversation normale. J'ai décrit notre dernier projet scientifique sur les écosystèmes, où les enfants avaient créé des biomes miniatures dans des bouteilles de 2 litres recyclées. Normalement, mon père aurait fait un commentaire sur le fait que je devrais plutôt enseigner aux enfants la littératie financière, mais ce soir, il a simplement fixé son assiette, coupant son poulet en morceaux de plus en plus petits sans manger. « Et Lisa » a poursuivi ma mère désespérément, « comment ça se passe à la banque ?» La fourchette de Lisa a cliqueté contre son assiette. « Bien. Tout va bien. Juste occupé. »« Occupé avec quoi, exactement, Lisa ?» Mon père a finalement levé les yeux, le tranchant de sa voix faisant taire la pièce. Ma mère a pris une autre grande gorgée de vin. « Juste les choses habituelles » a répondu Lisa, sa voix anormalement aiguë. « Demande de prêt, réunion avec les clients. » Intéressant, mon père a posé son couteau et sa fourchette avec une précision délibérée, parce que j'ai déjeuné avec Thomas Gladwell hier, le directeur régional de votre banque, et il a mentionné que vous avez pris une quantité surprenante de congés personnels récemment. La couleur a quitté le visage de Lisa. J'ai eu quelques problèmes de santé, rien de grave. Mon père a hoché la tête lentement, puis s'est soudainement tourné vers moi. Son regard était intense,
presque accusateur. Dis-moi, Camilla, les 500 000 $ que je t'ai donnés. Qu'en as-tu fait? La question m'a frappé comme un coup physique. J'ai posé mon verre, certaine d'avoir mal entendu. Je suis désolé, quoi? L'argent, Camilla, la voix de mon père s'est durcie. 500 000 $ transférés sur un compte à ton nom il y a 3 semaines. Qu'en as-tu fait? J'ai senti le sang quitter mon visage. 500 000 $? De quoi parles-tu? Je n'ai jamais reçu d'argent de ta part. De l'autre côté de la table, Lisa était devenue complètement immobile, son visage d'un blanc cendré. Peter, il doit y avoir une erreur, a dit doucement ma mère. Camilla ne ferait pas. Mon père s'est levé brusquement, s'est dirigé vers le buffet et est revenu avec un dossier. Il l'a claqué sur la table et l'a ouvert, révélant des relevés bancaires et des documents de virement. Pas d'erreur. 500 000 $ transférés du compte de notre entreprise familiale à un compte à la Southwest Bank, ouvert au nom de Camilla avec la signature et le numéro de sécurité sociale de Camilla. Il a poussé les documents vers moi. Ta signature, Camilla. Ton numéro de permis de conduire. Tes coordonnées. J'ai regardé les papiers avec horreur. La signature ressemblait remarquablement à la mienne, mais je n'avais jamais vu ces documents de ma vie. Papa, je te jure, ce n'était pas moi. Je n'ai jamais ouvert ce compte. Je n'ai jamais reçu cet argent. Ce n'est pas ma signature. Alors explique comment tes informations personnelles se retrouvent partout sur ces documents, a-t-il exigé, le visage rougeoyant. Explique comment la caméra de sécurité de la Southwest Bank montre quelqu'un correspondant à ta description ouvrant ce compte. Explique comment l'argent a ensuite été viré sur 4 comptes offshore différents en 48 heures. Lisa s'est soudainement levée. Je dois aller aux toilettes. Assieds-toi, a ordonné mon père, sa voix tonitruante. Lisa s'est rassise sur sa chaise, tremblant visiblement. Je pense, a dit ma mère, la voix chevrotante, que nous devrions tous prendre un moment pour nous calmer et discuter de cela rationnellement. Je suis calme depuis 3 semaines, a répondu froidement mon père. Depuis que notre comptable a découvert les fonds manquants, j'ai enquêté discrètement, en espérant qu'il y avait une explication, en espérant que je me trompais sur ce que j'ai trouvé. Il s'est retourné vers moi, les yeux flamboyants. Était-ce le jeu? La drogue? Un petit ami au goût de luxe? Dis-moi ce qui valait la peine de voler ta propre famille. Je n'ai rien pris, ai-je protesté, les larmes commençant à se former. Papa, tu dois me croire. Je ne te volerai jamais. J'économise depuis des années juste pour me payer un minuscule appartement. Penses-tu vraiment que je risquerais tout pour de l'argent? La sonnette a retenti, coupant la tension comme un couteau. Mon père a regardé sa montre. Juste à l'heure, a-t-il dit d'un air sombre. Ce doit être le détective Roberts et l'officier Patel. Ma mère a eu un hoquet. Tu as appelé la police, Peter? Sur ta propre fille? Ce n'est plus seulement une affaire de famille, Eleanor. C'est un vol qualifié. Il s'est levé et s'est dirigé vers la porte d'entrée. Quelqu'un va aller en prison ce soir. Les 2 officiers ont suivi mon père dans la salle à manger. La détective Roberts était une femme grande avec des cheveux gris courts et des yeux perçants qui semblaient ne rien manquer. L'officier Patel, plus jeune et en uniforme, se tenait légèrement derrière elle, le carnet de notes prêt. Merci de votre temps, a dit la détective Roberts, sa voix professionnellement neutre. Je comprends que c'est une situation difficile pour tout le monde. Monsieur Matthews a déposé un rapport concernant une somme d'argent substantielle transférée frauduleusement de son compte d'entreprise. Je n'arrivais pas à croire que cela se produisait. Tout mon corps était engourdi alors que la détective Roberts continuait. Mademoiselle Camilla Matthews, elle s'est tournée vers moi. Sur la base des preuves que Monsieur Matthews a fournies, y compris les relevés bancaires et les images de sécurité, nous avons un mandat d'arrêt contre vous pour fraude et vol qualifié. C'est insensé, ai-je chuchoté, ma voix à peine audible. Je n'ai jamais pris d'argent. Mon père a frappé la main sur la table. La preuve est juste là. Votre signature, vos informations. L'argent a été tracé directement sur des comptes auxquels vous seul auriez pu accéder. La détective Roberts a levé la main. M. Matthews, s'il vous plaît, nous nous occuperons de l'interrogatoire. Elle s'est retournée vers moi. Avant de poursuivre, je dois vous informer que vous avez le droit de garder le silence.
Tout ce que vous direz pourra et sera utilisé contre vous devant un tribunal. Vous avez le droit à un avocat. » Alors qu'elle continuait de lire mes droits, quelque chose d'inattendu s'est produit. Ma mère, qui pleurait silencieusement, a soudainement pris la parole. « Détective, avant d'emmener ma fille où que ce soit, il y a quelque chose que vous devriez savoir. » Elle a sorti une fine enveloppe de son sac à main. « J'ai engagé un détective privé il y a 3 jours, lorsque Peter m'a parlé de ses soupçons. » Mon père avait l'air stupéfait. « Eleanor, de quoi parles-tu » Les mains de ma mère tremblaient alors qu'elle tendait l'enveloppe à la détective. Je ne pouvais pas croire que Camilla ferait ça. Ça n'avait aucun sens. Alors, j'ai engagé quelqu'un pour enquêter de manière indépendante. La détective Roberts a ouvert l'enveloppe et a parcouru son contenu, son expression changeant subtilement. Elle a échangé un regard avec l'officier Patel avant de s'adresser à mon père. « Monsieur Matthews, nous avez-vous fourni toutes les images de sécurité de la Southwest Bank ?» Mon père a froncé les sourcils. « Je vous ai donné ce que la banque m'a fourni, les images de quelqu'un correspondant à la description de Camilla ouvrant le compte. » « Je vois. » La détective s'est tournée vers Lisa, qui tremblait maintenant visiblement. « Mademoiselle Lisa Matthews, je crois que nous devons vous poser quelques questions également. » Les yeux de Lisa se sont tournés vers la porte comme si elle calculait si elle pouvait sortir avant d'être arrêtée. « Je ne sais rien à ce sujet, » a-t-elle dit, la voix brisée. La détective Roberts a sorti une photo de l'enveloppe. Ceci est une image plus claire du système de sécurité de la banque, montrant la personne qui a ouvert le compte en utilisant l'identité de Camilla. Bien qu'il y ait une ressemblance entre les sœurs, le logiciel de reconnaissance faciale confirme que c'est vous, Lisa Matthews, portant une perruque coiffée de la même manière que les cheveux de votre sœur. La pièce est tombée dans un silence complet. Mon père a pris la photo avec des mains tremblantes, la fixant avec incrédulité. « Ce n'est pas possible, » a-t-il chuchoté. Lisa ne ferait pas, la détective Roberts a continué. Le détective privé a également découvert d'autres informations préoccupantes. Elle a produit un autre document. Lisa Matthews a accumulé d'importantes dettes de jeu au Riverside Casino au cours de l'année écoulée, pour un total de plus de 300 000 $. Elle a également 3 cartes de crédit au maximum et 2 prêts personnels qui sont actuellement en défaut de paiement. J'ai regardé ma sœur avec stupeur. « Lisa, est-ce vrai ?» Le sang-froid de Lisa s'est complètement effondré. Elle a enfoui son visage dans ses mains et a commencé à sangloter. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin. Ça a commencé petit, juste quelques milliers pour couvrir des dettes. Mais ensuite, ça n'a cessé de croître et les gens du casino me menaçaient, et Scott a dit qu'il pouvait m'aider. »« Scott ?» a demandé ma mère. « Qui est Scott ?» La détective Roberts a consulté ses notes. Je crois qu'elle fait référence à Scott Williams. Il est connu des forces de l'ordre pour son implication dans plusieurs affaires de fraude financière, bien que nous n'ayons jamais eu assez de preuves pour porter plainte. Il a dit que ce serait un petit prêt, a continué Lisa à travers ses larmes. Juste assez pour que le casino me lâche. Mais ensuite il en voulait plus, et quand je ne pouvais pas payer, il a eu cette idée. Il a dit que personne ne serait blessé, que l'argent semblerait disparaître sur des comptes à l'étranger où l'entreprise de papa ne pourrait pas le tracer. Il avait toutes les relations, savait comment créer les fausses identités, à falsifier les signatures. « Et tu as décidé de faire accuser ta propre sœur ?» ai-je demandé, la voix creuse d'incrédulité. Lisa ne pouvait pas me regarder dans les yeux. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Scott a dit que nous avions besoin de quelqu'un pour porter le chapeau si les choses tournaient mal. Il a dit que ça devait être quelqu'un de proche de papa, quelqu'un qui aurait accès mais qui ne serait pas soupçonné tout de suite. Elle a levé les yeux brièvement, les larmes coulant sur son visage. « Tu as toujours été la gentille, Camilla. Toujours si parfaite et honnête. Je pensais que même si les soupçons se portaient sur toi au début, personne ne croirait vraiment que tu l'as fait. Manifestement, vous vous êtes trompé, » a déclaré la détective Roberts. Officier Patel, veuillez lire à mademoiselle Lisa Matthews ses droits. Alors que l'officier Patel commençait le processus, mon père s'est lourdement assis sur sa chaise, l'air soudain plus vieux que ses 60 ans. « Ma propre fille » a-t-il murmuré. « Ma Lisa. » La détective Roberts s'est tournée vers moi. « Mademoiselle Camilla, je m'excuse pour la confusion. Sur la base de ces nouvelles preuves, vous n'êtes plus suspecte. Cependant, nous aurons besoin de votre déposition dans le cadre de notre enquête. »
Et l'argent, a demandé mon père, la voix creuse. Peut-il être récupéré? Une partie, peut-être, a répondu la détective. Mais beaucoup dépend de la rapidité avec laquelle nous pourrons appréhender Monsieur Williams et accéder aux comptes offshore avant qu'ils ne soient vidés. Les crimes financiers de cette nature sont compliqués à démêler. Alors que l'officier Patel conduisait une Lisa toujours en sanglots vers la porte d'entrée, elle s'est soudainement dégagée et s'est tournée pour me faire face. « Je suis désolé, Camilla » a-t-elle chuchoté. « Je n'aurais jamais pensé que ça irait aussi loin. Je n'aurais jamais pensé que papa appellerait vraiment la police. J'allais arranger ça d'une manière ou d'une autre. Je le jure. » Je n'ai pas trouvé de mots pour répondre. La sœur avec laquelle j'avais grandi, avec qui j'avais rivalisé, que j'avais envié à certains égards et plainte à d'autres, était emmenée me noter pour avoir volé un demi-million de dollars et avoir essayé de me faire accuser du crime. La fille parfaite était tombée, et notre famille ne serait plus jamais la même. Les jours qui ont suivi l'arrestation de Lisa se sont fondus dans un brouillard d'interrogatoires de police, de consultations juridiques et d'épuisement émotionnel. J'ai pris une semaine de congé d'urgence de l'école, incapable de faire face à mes élèves ou à mes collègues alors que le nom de ma famille était étalé dans les journaux locaux, cadre de banque arrêté pour détournement de fonds d'une entreprise familiale, héritière financière de Matthews prise dans une escroquerie d'un demi-million de dollars, sœur contre sœur, une trahison choquante secoue une famille locale éminente. Malgré l'assurance de la détective Roberts que j'étais blanchi de tout soupçon, les dommages à ma réputation avaient déjà commencé. Les parents de mes élèves ont appelé le directeur de l'école pour lui faire part de leurs inquiétudes. Mes voisins évitaient mon regard dans le couloir de mon immeuble. Même Jessica, ma plus proche amie, a admis que d'autres enseignants bavardaient. Ils savent que ce n'est pas toi, m'a-t-elle assuré autour d'un café dans son appartement, le seul endroit où je me sentais à l'abri des regards indiscrets. Mais tu sais comment les gens aiment le drame. Ça passera. Mais est-ce que ça passerait? Ma famille était éminente dans notre communauté depuis des générations. Le nom des Matthews avait toujours été associé au succès, à l'intégrité et au sens des affaires. Maintenant, il était synonyme de scandale. L'enquête a révélé des couches de tromperie que je n'aurais jamais pu imaginer. Lisa jouait beaucoup depuis près de 2 ans, commençant par des week-ends au Riverside Casino avec des collègues et passant à des visites secrètes en semaine lorsque les pertes ont commencé à s'accumuler. Elle avait contracté plusieurs prêts à taux d'intérêt élevés pour couvrir ses dettes, utilisant sa position à la banque pour brouiller les pistes. Quand cela n'a pas suffi, elle a rencontré Scott Williams, un escroc charismatique spécialisé dans l'identification de personnes désespérées ayant accès à de l'argent. Il l'avait approché au casino, offrant des solutions qui semblaient trop belles pour être vraies, parce qu'elles l'étaient. Williams est un professionnel, a expliqué la détective Roberts lors d'un de nos nombreux entretiens. Il a monté des combines similaires dans 3 États. Il identifie des cibles vulnérables ayant accès à des fonds importants, gagne leur confiance, puis les manipule pour qu'elles deviennent des complices plutôt que des victimes. De cette façon, elles sont trop impliquées pour le dénoncer quand les choses tournent mal. Lisa était détenue au centre de détention du comté, incapable de payer la caution d'un demi-million de dollars que le juge avait fixé, compte tenu de la gravité des accusations et des fonds manquants. Mes parents lui rendaient visite tous les jours. Je ne pouvais pas me résoudre à y aller, pas encore. Mon père a vieilli de plusieurs années en quelques jours seulement. L'homme confiant, parfois arrogant, qui avait bâti un empire financier, se déplaçait maintenant comme quelqu'un qui portait un poids impossible. Quand nous parlions, il pouvait à peine me regarder dans les yeux. J'aurais dû savoir, disait-il à plusieurs reprises. Tous les signes étaient là, les dépenses soudaines, les réponses évasives, les changements de comportement. J'étais si aveugle. Ma mère alternait entre le chagrin et la fureur. Comment a-t-elle pu nous faire ça? À toi, m'a-t-elle demandé un soir alors que nous étions assis dans leur cuisine, la salle à manger toujours intacte depuis cette terrible nuit. Où avons-nous échoué avec elle, Camilla? Je n'avais pas de réponse. Je traitais encore mes propres sentiments de trahison et de confusion. La sœur qui avait toujours semblé si parfaite, si bien dans sa peau, avait mené une double vie d'addiction et de désespoir croissant. La sœur qui avait méprisé mon modeste salaire d'enseignante et mon style de vie simple s'était noyée dans les dettes et les mauvais choix. Et elle avait été prête à me laisser porter le chapeau pour ses crimes. Les retombées professionnelles ont également été graves. Ma directrice, la docteure Harriet Chen, m'a convoqué dans son bureau le premier jour de mon retour. « Camilla, tu sais que je te soutiens », a-t-elle commencé avec prudence. « Et légalement,
tu as été blanchi de tout acte répréhensible. Mais plusieurs parents ont exprimé leur inquiétude de voir leurs enfants dans ta classe, compte tenu de la publicité. Mon cœur s'est serré. Qu'est-ce que cela signifie? Elle a soupiré. Pour l'instant, je pense qu'il est préférable que tu assumes un rôle de développement de programme, juste temporairement, jusqu'à ce que cela se calme. Tu seras toujours employé, toujours payé, mais pas directement à enseigner jusqu'à ce que la situation se résolve. En d'autres termes, on me cachait, la progression de ma carrière étant bloquée sans que ce soit de ma faute. Pendant ce temps, la recherche de Scott Williams s'est intensifiée. La police a découvert qu'il avait fui le pays quelques heures seulement après l'arrestation de Lisa, probablement prévenue par un associé. Interpol était maintenant impliqué, car la piste de l'argent menait à des comptes aux îles Caïmans, en Suisse et à Singapour. Le détective privé que ma mère avait engagé, un détective de police à la retraite nommé Michael Reeves, a continué de travailler avec les forces de l'ordre, reconstituant l'étendue du réseau criminel de Scott. Ces découvertes étaient troublantes. Votre sœur n'est pas sa première victime complice, nous a dit Reeves lors d'un briefing chez mes parents. Nous en avons identifié au moins 7 autres dans des situations similaires au cours des 5 dernières années. En général, il trouve des personnes ayant des problèmes de jeu qui travaillent dans des institutions financières. Il établit une relation parfois amoureuse, parfois en tant que mentor et les entraîne progressivement dans ses combines. Pourront-ils l'attraper, a demandé ma mère. Reeves a hésité. C'est possible. Mais les hommes comme Williams sont insaisissables. Ils ont des plans d'évasion, de fausses identités, des réserves de liquidités cachées là où même les meilleurs comptables judiciaires ne peuvent pas les trouver. Alors que l'enquête se poursuivait, j'ai reçu une lettre inattendue livrée à mon appartement. Elle n'avait pas d'adresse de retour, mais l'écriture sur l'enveloppe était indubitablement celle de Lisa. Les mains tremblantes, je l'ai ouverte. À l'intérieur se trouvait une confession manuscrite de 5 pages détaillant tout, comment elle avait commencé à jouer pour impressionner ses collègues, comment le frisson de la victoire l'avait accroché, comment tout avait rapidement dégénéré. Elle a décrit sa rencontre avec Scott au bar du casino après une perte particulièrement dévastatrice, comment il avait semblé être son salut. Leur relation était passée de conseiller financier à partenaire amoureux, bien qu'elle reconnaisse maintenant que son affection avait été entièrement manipulatrice. Je sais que tu ne me pardonneras peut-être jamais, écrivait-elle vers la fin, et je ne t'en voudrais pas. Mais tu devrais savoir que l'utilisation de ton identité n'était pas mon idée. C'était celle de Scott. Il a dit que nous avions besoin d'un plan de secours, de quelqu'un qui pourrait porter le chapeau si les choses tournaient mal. Quand il t'a suggéré, j'ai d'abord protesté, mais il a continué à travailler sur moi, me disant que tu n'aurais jamais de vrais problèmes, que papa te protégerait, que ce n'était qu'une assurance que nous n'aurions jamais besoin d'utiliser. La lettre se terminait par un avertissement qui m'a glacé le sang, fais attention, Camilla. Scott sait qui tu es, et il t'accuse d'avoir fait échouer le plan. La protection policière ne durera pas éternellement. Il est rancunier, et il est plus dangereux que je ne l'ai jamais réalisé jusqu'à ce qu'il soit trop tard. J'ai immédiatement appelé la détective Roberts et lui ai remis la lettre. Elle a organisé des patrouilles supplémentaires près de mon immeuble et m'a conseillé de rester chez des amis ou de la famille pendant un certain temps. Cette nuit-là, alors que je préparais un sac pour rester chez mes parents, j'ai reçu un SMS d'un numéro inconnu, tu penses que c'est fini? Ça ne fait que commencer. Personne ne se met en travers du chemin de Scott Williams et s'en sort indemne. Personne. Après 2 semaines à vivre dans la peur, à sursauter à la moindre ombre et à mal dormir, j'ai pris une décision. Je ne pouvais pas continuer à être une victime. Je ne pouvais pas laisser Scott Williams contrôler ma vie d'où qu'il se cache. Si les autorités ne pouvaient pas l'attraper assez rapidement, je devais peut-être aider à faire avancer les choses. Tu veux faire quoi? Jessica me regardait fixement de l'autre côté de sa table de cuisine, le café oublié entre nous. Je veux aider à attraper Scott Williams, ai-je répété, plus confiante maintenant que je l'avais dit à voix haute. La police fait de son mieux, mais ils ont des procédures, des limites. J'ai quelque chose qu'ils n'ont pas et c'est quoi, exactement, a-t-elle demandé avec scepticisme. Une motivation personnelle et un accès à Lisa. J'avais finalement décidé de rendre visite à ma sœur au centre de détention. La salle de visite stérile, avec sa cloison en plexiglas rayée et ses tabourets en métal inconfortables, semblait appropriée pour notre première conversation depuis son arrestation. Lisa avait l'air terrible. Ses vêtements de créateur avaient été remplacés par une combinaison orange. Ses cheveux parfaitement méchés pendaient maintenant mous et ternes,
et des cernes sombres ombraient ses yeux. Quand elle m'a vu, elle a fondu en larmes. Je ne pensais pas que tu viendrais, a-t-elle réussi à dire entre deux sanglots. J'ai failli ne pas venir, ai-je admis. Mais j'ai besoin de réponses, Lisa. Des vrais, pas ce que tu as dit à la police ou ce que tu as écrit dans ta lettre. J'ai besoin de comprendre comment ma propre sœur a pu me faire ça. Pendant l'heure qui a suivi, Lisa a déversé toute l'histoire sordide. Le jeu avait commencé assez innocemment, juste un divertissement de week-end avec des amis du travail. Mais l'ivresse de la victoire est devenue addictive, et bientôt elle se rendait au casino plusieurs fois par semaine, plaçant des paris de plus en plus importants et risqués. Quand les pertes ont commencé à s'accumuler, elle a contracté des prêts pour les couvrir, confiante qu'un gros gain résoudrait tout. J'étais si sûr que je pouvais régler ça moi-même, a-t-elle dit en s'essuyant les yeux avec un mouchoir. Je ne voulais pas que papa sache que j'avais échoué. Tu sais comment il est, comment il m'a toujours présenté comme celle qui réussit. Je ne pouvais pas supporter de le décevoir. Scott était apparu comme une réponse à ses prières, offrant de l'aider à restructurer sa dette, la présentant à des personnes qui pouvaient accorder des prêts privés en dehors du système bancaire. Au moment où elle a réalisé qu'elle était tombée dans un piège, elle était déjà trop impliquée pour aller voir les autorités. Il a tout sur son téléphone, a révélé Lisa. Les enregistrements de toutes ces escroqueries, de toutes ces victimes. Il appelait ça sa police d'assurance au cas où l'un de nous se retournerait contre lui. Il a dit que s'il tombait, nous tomberions tous. C'était la première vraie piste que j'avais entendue. Son téléphone. Quel genre? L'a-t-il sauvegardé sur le cloud? T'a-t-il déjà laissé l'utiliser? Mes questions se sont succédées rapidement, mon esprit formant déjà les prémices d'un plan. Lisa a semblé surprise de mon intensité. C'était un smartphone noir avec une coque personnalisée. Il était obsédé par ça, ne le quittait jamais des yeux. Mais il a mentionné quelque chose à propos de sauvegarde sur un serveur sécurisé quelque part en Europe de l'Est. Avait-il des habitudes régulières? Des endroits qu'il fréquentait, des personnes en qui il avait confiance, ai-je insisté. Il a un cousin à Vancouver dont il parlait parfois. Et il y a un café au centre-ville appelé Blue Note où il aimait rencontrer des gens. Il disait que le bruit de fond rendait plus difficile pour quiconque d'enregistrer des conversations. Elle s'est penchée en avant. Camilla, que prépares-tu? Quoi que ce soit, ne le fais pas, Scott est dangereux. Il a des relations avec des gens effrayants. Je n'ai pas partagé mes pensées avec elle. Moins elle en savait, mieux c'était, tant pour sa sécurité que pour la crédibilité de mon plan. La semaine suivante, j'ai travaillé en étroite collaboration avec la détective Roberts, partageant ce que Lisa m'avait dit et proposant une stratégie. Vous voulez que nous vous utilisions comme appât? La détective n'était pas impressionnée. Absolument pas, Williams n'est pas seulement un escroc, il a des associés violents. Ce n'est pas un jeu, mademoiselle Matthews. Je ne suggère pas que vous me mettiez en danger physique, ai-je soutenu. Mais nous savons qu'il surveille la situation. Il m'a déjà envoyé des menaces par SMS. Et si nous utilisions cela à notre avantage? Et si nous lui faisions croire que j'ai quelque chose qu'il veut? Après de nombreux débats et planifications, une version modifiée de ma stratégie a été approuvée. La police créerait une empreinte numérique contrôlée suggérant que j'avais découvert des informations sur les autres opérations de Scott, des informations qui pourraient être précieuses tant pour les forces de l'ordre que pour ses associés criminels. L'espoir était que l'ego et l'instinct de conservation de Scott le pousseraient à prendre contact, donnant à l'unité de cybercriminalité une chance de retrouver sa localisation. Pendant 3 semaines tendues, j'ai mené une vie en ligne soigneusement scénarisée, effectuant des recherches privées conçues pour être découvertes, ayant des conversations confidentielles sur des lignes surveillées et visitant des lieux connus pour être liés au réseau de Scott, tout cela sous une étroite protection policière, bien sûr. Puis est arrivé le contact que nous attendions, non pas de Scott directement, mais de quelqu'un prétendant le représenter. Williams a une proposition, disait le SMS d'un autre numéro inconnu. Échange d'informations. Vous avez des choses qu'il veut. Il a des choses que vous voulez. Demain, Blue Note Café, 10h du matin. Venez seul ou l'affaire est annulée. La détective Roberts et son équipe ont passé la nuit à me préparer et à mettre en place la surveillance. Vous ne serez pas vraiment seul, m'a-t-elle assuré. Nous aurons des agents positionnés dans tout le café et dans la rue. Au premier signe de problème, nous intervenons. Votre seul travail est de maintenir la conversation assez longtemps pour que nous puissions tracer les appels ou les messages jusqu'à Williams lui-même.
Le lendemain matin, portant un micro dissimulé et avec un dispositif de repérage dans mon sac à main, je suis entré au Blue Note Café précisément à 10 heures. L'endroit était bondé avec l'agitation du matin, des travailleurs sur ordinateur portable occupant la plupart des tables, le bourdonnement des conversations et des machines à expresso créant la couverture audio que Scott préférait apparemment. Un homme en costume gris m'a fait signe de venir à une table d'angle. Il était d'âge moyen, d'apparence banale, avec des cheveux clairsemés et des lunettes, pas du tout ce que j'avais imaginé d'après les descriptions de Lisa des associés de Scott. Mademoiselle Matthews, m'a-t-il salué avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Merci d'être venu. Mon nom n'a pas d'importance, mais vous pouvez m'appeler John. Où est Scott, ai-je demandé directement, en me glissant sur le siège en face de lui. Monsieur Williams est, à juste titre, prudent quant à ses apparitions personnelles en ce moment. Je suis ici pour déterminer si une réunion directe serait utile. La conversation qui a suivi a été une danse prudente de connaissances implicites et de menaces voilées. John voulait savoir exactement quelles informations j'avais tout en offrant de vagues promesses sur l'aide à la situation juridique de Lisa en retour. J'ai suivi le scénario que la détective Roberts avait préparé, laissant entendre que je connaissais l'emplacement des serveurs de Scott et d'autres victimes sans révéler que je savais très peu de choses substantielles. Après 20 minutes, John a semblé satisfait. Je transmettrai votre position à Monsieur Williams. S'il est intéressé à poursuivre cette discussion, vous serez contacté avec d'autres instructions. Il est parti sans rien commander, disparaissant dans la foule matinale. La détective Roberts m'a rejointe quelques instants plus tard. Nous l'avons eu, a-t-elle dit doucement, l'excitation évidente malgré son attitude professionnelle. Le téléphone qu'il utilisait était connecté à un VPN, mais notre équipe technique a réussi à le percer. Nous avons une localisation de Williams, Vancouver, exactement comme votre sœur l'a suggéré. Les autorités canadiennes interviennent maintenant. 48 heures plus tard, Scott Williams était en garde à vue, appréhendé dans l'appartement de luxe de son cousin. Son téléphone et son ordinateur portable ont été saisis, fournissant aux autorités des preuves non seulement de son stratagème avec Lisa, mais aussi de nombreuses autres fraudes dans plusieurs juridictions. Plus important encore pour ma famille, les données ont aidé à retrouver la majeure partie des 500 000 $ manquants, dont une grande partie serait finalement récupérée. Lorsque la nouvelle de l'arrestation de Scott est parvenue à Lisa, elle a accepté de coopérer pleinement avec les procureurs en échange d'une prise en compte lors de la détermination de sa peine. Son témoignage serait crucial pour faire tomber non seulement Scott, mais aussi plusieurs de ses associés qui avaient exploité le plus grand réseau de blanchiment d'argent. Mon père, qui avait à peine parlé pendant ces semaines difficiles, m'a finalement appelé. Camilla, a-t-il dit, la voix chargée d'émotion. La détective Roberts m'a dit ce que tu as fait, comment tu as aidé à attraper cet homme. Je n'ai pas les mots pour exprimer à quel point je me suis trompé sur toi, à quel point je suis désolé de t'avoir jamais douté. C'était la chose la plus proche d'une excuse que j'ai jamais reçue de sa part. Et d'une manière ou d'une autre, malgré tout, ça comptait. Je suis toujours ta fille, papa, ai-je simplement répondu. Ça n'a pas changé. Lentement, notre famille a commencé le douloureux processus de guérison. Lisa a finalement été condamnée à 3 ans de prison avec possibilité de libération conditionnelle après 18 mois, compte tenu de sa coopération et de son absence d'antécédents judiciaires. Mes parents lui rendaient visite toutes les semaines, acceptant cette nouvelle réalité où leur fille parfaite était tombée si bas. Et j'ai commencé à reconstruire ma vie, morceau par morceau, plus forte qu'auparavant. 6 mois après l'arrestation de Scott Williams, je me tenais dans le salon vide de mon nouvel appartement, toujours étonné que ce soit vraiment le mien. L'espace était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue bordée d'arbres dans le quartier de Westbrook. Mes meubles étaient minimalistes, principalement des pièces d'occasion que Jessica m'avait aidé à rénover, mais l'endroit ressemblait à un foyer d'une manière qu'aucun autre espace n'avait jamais fait. Le chemin jusqu'à ce moment avait été étonnamment compliqué. Bien que la majorité des fonds volés ait finalement été récupérés, le processus juridique a été lent. Mon père, dans un geste qui a surpris tout le monde, m'avait donné une partie de ses propres économies pour compenser la différence pour mon acompte. Considérez cela comme un investissement dans votre avenir, avait-il dit d'un ton bourru, clairement mal à l'aise avec le poids émotionnel du moment, et peut-être un petit remboursement pour ce que vous avez enduré à cause de notre famille. Mes séances de thérapie hebdomadaires avec la docteure Sofia Alvarez étaient devenues la pierre angulaire de mon processus de guérison. Initialement réticente à chercher de l'aide, j'attendais maintenant avec impatience nos conversations,
qui m'aidait à traiter non seulement le traumatisme récent, mais aussi les dynamiques familiales de longue date qui y avaient contribué. Ce que vous avez vécu n'était pas seulement une trahison de la part de votre sœur, avait expliqué la docteure Alvarez lors d'une séance cruciale. C'était l'effondrement d'une mythologie familiale qui avait été construite sur des décennies, la fille parfaite et réussie contre la fille ordinaire et moins appréciée. Lorsque ce récit s'est brisé, il a forcé tout le monde, y compris vous, à reconsidérer sa place et son but. Ma relation avec mes parents s'était transformée de manière inattendue. Mon père, humilié par son incapacité à voir ce qui se passait avec Lisa et son accusation injustifiée contre moi, a fait de véritables efforts pour comprendre ma vie et mes choix. Il a assisté à la soirée portes ouvertes de mon école, écoutant réellement pendant que j'expliquais ma philosophie d'enseignement et mes objectifs pour mes élèves. Pour la première fois, il a semblé reconnaître que le succès pouvait se mesurer en plus qu'en dollars. Ma mère avait retrouvé sa voie. Après des décennies à s'en remettre à mon père pour toutes les décisions importantes, Eleanor Matthews s'était manifestée pendant la crise d'une manière qu'aucun de nous n'attendait. Elle avait engagé le détective privé qui a le premier découvert l'implication de Lisa, a insisté pour maintenir le contact avec Lisa malgré la honte et la douleur, et a finalement été l'encre émotionnelle qui a empêché notre famille de se désintégrer complètement. J'ai passé trop d'années à être défini par le succès de ton père et les réalisations de ta sœur, m'a-t-elle dit un jour au déjeuner. Quand tout s'est effondré, j'ai réalisé que j'avais ma propre force. Je n'avais juste jamais eu de raison de l'utiliser auparavant. Quant à Lisa, notre relation restait compliquée. Je lui rendais visite en prison une fois par mois, nos conversations évoluant progressivement d'embarrassées et tendues à quelque chose qui approchait de l'honnêteté. Elle participait à des programmes de dépendance au jeu et à des cours de responsabilité financière, travaillant à un avenir qui serait très différent de sa vie précédente. J'ai toujours été jalouse de toi, tu sais, a-t-elle avoué lors d'une visite, me surprenant. Ta clarté d'esprit, ton contentement de tes choix. Je courais toujours après la prochaine promotion, le prochain symbole de statut, essayant de combler quelque chose que je ne pouvais même pas nommer. J'étais jalouse de toi aussi, ai-je admis. La facilité avec laquelle tu gagnais l'approbation de papa, ta confiance, ton succès apparent. Apparent étant le mot-clé, a-t-elle dit avec un triste sourire. Rien de tout cela n'était réel. Je me noyais et j'étais trop fier pour demander de l'aide. Avec l'indemnisation des fonds récupérés et le don de mon père, j'avais enfin réalisé mon rêve d'accession à la propriété. Mais plus important encore, j'étais retourné à l'enseignement, le conseil scolaire m'ayant réintégré dans ma classe après qu'un examen formel ait complètement lavé mon nom. J'ai canalisé mon expérience pour créer un nouveau programme d'éducation financière pour les élèves du primaire, enseignant des concepts de base sur l'argent, l'épargne et la prise de décision responsable de manière adaptée à leur âge. Le programme a connu un tel succès que d'autres écoles du district ont commencé à l'adopter, et j'ai été invité à présenter la méthodologie lors d'une conférence sur l'éducation. Quand j'en ai parlé à mon père lors de notre appel téléphonique hebdomadaire, sa réponse m'a fait monter les larmes aux yeux. Voilà, a-t-il dit chaleureusement, le genre d'innovation financière dont je peux vraiment être fier. L'événement le plus inattendu est survenu un mardi après-midi pluvieux lorsque j'ai reçu un petit colis à l'école. À l'intérieur se trouvait un simple porte-clés en argent avec une petite breloque en forme de maison et une note manuscrite de mon père, pour de nouveaux départs et des portes qui s'ouvrent sur de meilleurs endroits. Je suis désolé d'avoir mis si longtemps à voir ta valeur. Bise, papa. Ce soir-là, alors que je rangeais des livres sur mes nouvelles étagères et que j'épinglais des photos sur mon tableau d'affichage, j'ai réfléchi au voyage étrange et douloureux qui m'avait conduite ici. Un voyage qui avait commencé par la trahison et l'accusation avait en quelque sorte abouti à une plus grande authenticité et vérité que ma famille n'en avait jamais connue auparavant. Le week-end suivant, mes parents sont venus dîner chez moi, le premier de ce qui allait devenir une tradition mensuelle pour remplacer les dîners formels du passé. Alors que nous étions assis autour de ma petite table à manger des pâtes préparées selon la recette de ma grand-mère, la conversation coulait plus naturellement que jamais. Au nouveau départ, apportait un toast mon père en levant son verre d'eau, puisqu'il avait renoncé à l'alcool dans le cadre de ses propres changements personnels. Et à la vérité, a ajouté ma mère. À la découverte d'une force que nous ne savions pas que nous avions, ai-je conclu. Plus tard, après leur départ, je me suis tenu sur mon petit balcon, regardant le ciel nocturne, ressentant un sentiment de paix qui m'avait manqué depuis trop longtemps. La mythologie familiale avait été douloureusement brisée. Mais de ces morceaux, nous construisions quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. S'il y a une chose que j'ai apprise de cette épreuve, c'est que la vérité, aussi douloureuse soit-elle,
est toujours moins destructrice que le mensonge le plus confortable. La tromperie de ma sœur a failli détruire notre famille. Mais en nous forçant à affronter la réalité, elle nous a finalement donné une chance de connexion sincère. Avez-vous déjà vécu une vérité douloureuse qui a finalement conduit à la croissance? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Et si vous avez trouvé de la valeur dans mon parcours, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour plus d'expériences de la vie réelle et de leçons apprises. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir des difficultés avec les dynamiques familiales ou la trahison. Rappelez-vous que la guérison est possible même des blessures les plus profondes, et que parfois le chemin à suivre commence par faire face à des vérités difficiles. Merci d'avoir écouté mon histoire, et je vous souhaite du courage dans votre propre voyage de découverte.